Bonjour à tous. Je pense que vous avez aussi remarqué que dès qu'on aborde le sujet du développement personnel, ou quand on fait des recherches pour soi, ça peut très vite partir dans tous les sens. Difficile de s'y retrouver, de trouver son chemin dans cette forêt de propositions en fait, qui se trouve face à nous. Dans quelle direction il faut que je regarde qu'est-ce qui va être le mieux pour moi? Quelle technique va être la plus adaptée, la plus efficace même? Et on va chercher une solution à un problème, en fait, avec peu d'informations sur ce problème. On sait juste qu'on a ce problème, ce comportement, et qu'on veut passer à autre chose. Mais on ne sait pas grand-chose, en fait, sur le comment ça marche, tout ça. On sait que pour l'essentiel, c'est psychologique. Oui, mais comment ça marche, la psychologie? Comment ça marche tout ça à l'intérieur de moi, dans mon cerveau? On parle beaucoup d'inconscient, on parle de mental, que aussi, vouloir, c'est pouvoir, mais moi, j'y arrive pas. Donc, pour vous aider un petit peu à répondre à toutes ces questions que vous pouvez avoir sur le sujet, je vous propose cette vidéo explicative. C'est, de mon point de vue, la base de connaissances sur laquelle on doit s'appuyer pour avancer en développement personnel. Comprendre comment ça marche d'abord pour agir ensuite. Comprendre comment on passe d'une réalité objective, ce qui se passe, comment on arrive à un ressenti, une émotion, ce qui va constituer une grande partie de notre perception, puis à un comportement, à une capacité, à un comportement désagréable et peut-être à une incapacité aussi. Donc nous allons voir comment toutes ces informations en fait circulent dans notre tête. Alors pour regarder un petit peu comment et comprendre comment les choses fonctionnent à l'intérieur de notre tête, eh bien on va regarder effectivement l'interaction qu'il y a entre la réalité, ce qui se passe, l'inconscient, le mental et la conscience. Alors pour regarder tout ça, effectivement, on va regarder le cerveau et on va regarder comment justement il traite cette réalité. Alors ce cerveau, voilà, je vous présente le cerveau. Moi j'ai préféré ça à une cervelle, hein, c'est un peu plus intéressant, ça reste un symbole de communication, donc c'est très bien. Ce cerveau a plusieurs étages. Le premier niveau, c'est la partie la plus ancienne de notre cerveau, c'est la partie reptilienne. C'est communément, on considère que c'est le siège de l'inconscience, c'est là où se situe notre instinct de survie. La tranche du dessus, c'est notre cerveau limbique, c'est le centre des émotions. C'est cette partie du cerveau qui va s'activer quand nous vivons des émotions, qu'elles soient agréables ou qu'elles soient désagréables. Et la dernière partie, celle qui s'est créée en dernier, qui s'est finalisée, qui s'est peaufinée avec le temps, c'est le fameux cortex qui à la fois accueille notre conscience, celle qui nous permet de juger, d'apprendre, de mener des raisonnements, de combiner des éléments de réflexion, mais c'est aussi le siège de notre mental. Le mental étant cette machine à penser dont on perçoit l'activité, mais sur laquelle on n'a pas vraiment, on a difficilement la main, et on aura l'occasion d'en discuter dans d'autres vidéos, justement comment discipliner un petit peu ce mental qui peut être à l'origine de pas mal de soucis, comme par exemple tout simplement des insomnies. À l'extérieur de ce cerveau, il y a la réalité, les choses que nous vivons, l'environnement que nous côtoyons. Cette réalité, notre cerveau va pouvoir l'apercevoir, il va pouvoir l'apercevoir au travers de nos sens. Ce sont toutes ces sensations qui vont passer par le toucher, par l'odorat, par le goûter, par la vue, par l'ouïe, qui vont permettre à cette réalité de rentrer à l'intérieur de nous et pour notre cerveau de la percevoir et du coup de la traiter par derrière. Alors, naturellement, dans l'entrée de cette information à l'intérieur de notre cerveau, eh bien, l'inconscient est en première ligne. Il est en première ligne de cette perception. Je vous rappelle, il est juste ici. Et notre inconscient, il est un petit peu comme au cinéma, en fait. Il est assis dans son fauteuil. Regardez comme il n'est pas mignon, cet inconscient. On a souvent l'habitude, d'ailleurs, de considérer l'inconscient comme un enfant. Un enfant qu'on aurait à l'intérieur de nous, même si on est un adulte. On s'adresse souvent à notre inconscient comme si on s'adressait à un enfant.
Cet enfant, donc, il est tranquillement installé dans son fauteuil et il est comme au cinéma. Il va regarder toutes les images qui circulent dans notre esprit. Il va regarder les images qui sont de la réalité, qui sont issues de nos yeux, des choses importantes, des choses vraies, puisque c'est la réalité, c'est concret. Il va voir aussi les images de nos souvenirs. Il va voir aussi les images des choses qui n'existent pas encore, mais qu'on projette sur le futur, ce qu'on appelle l'imagination. Et puis, il va aussi regarder ces fameuses images issues de nos rêves. Et une chose qui est primordiale à savoir quand on discute d'inconscient, c'est que pour lui, ces images, elles ont toutes la même importance. Toutes la même importance. Ça veut dire que les images des yeux, la réalité, ne sont pas plus importantes que les autres images. Pour lui, à partir du moment où il y a ces images qui circulent à l'intérieur de notre esprit, ça se passe. Nécessairement, ça se passe. Les rêves, les souvenirs, l'imagination ou la réalité, pour lui, ça a la même valeur. Et en fonction de ce qu'il voit, eh bien, il va buzzer. Il va buzzer parce que sur son fauteuil, vous ne le voyez pas encore, mais il y a deux buzzers. Il y en a un pour dire que ce qu'il voit, c'est pas OK, et il y en a un autre pour dire que c'est plutôt OK. Alors, comment ça se passe? Eh bien, il y a des images qui vont se présenter dans notre esprit. Voilà, par exemple, celle-là. Je vois un couple qui s'enlace et il trouve que c'est plutôt sympa, donc il va buzzer et il va nous envoyer des signaux agréables, des bons signaux, des bonnes sensations. On sera ému, on sera attendri, etc. Par contre, il peut y avoir d'autres images, naturellement, qui sont différentes, qui sont beaucoup moins sympas. Et là, il peut percevoir des choses qui lui font dire que c'est pas sympa du tout et que donc, du coup, il faut buzzer sur le buzzer pas OK pour envoyer des signaux dans le corps, des signaux d'alerte, de prudence, de danger, peut-être, où il va falloir peut-être bouger, partir, courir, crier, etc. Alors, si on reprend un petit peu de façon linéaire ce processus, nous avons la réalité qui rentre à l'intérieur de nous au travers de nos sens, qui atteint notre cerveau, qui lui-même va donc traiter cette réalité, et en fonction de ce qu'il en pense, il va nous envoyer des émotions, des signaux dans le corps, qui vont être soit des signaux de bien-être, des signaux qui sont OK pour nous dire que tout va bien et que donc du coup notre système nerveux parasympathique peut s'activer, peut libérer des endorphines, de la DHEA qui est considérée comme l'hormone de jouvence et qui va permettre au corps de se régénérer. Ou alors, effectivement, cette émotion, elle est plutôt de type sécurité, elle est là pour nous protéger. Ça peut être du stress, on va communément appeler ça du stress. Et effectivement, ce stress va constituer un problème à l'intérieur de nous dont le mental, cette machine à penser, va se saisir pour aller chercher des solutions. Et notre inconscient, de son côté, de toute façon, ne sera pas resté sans réagir à cette notion de protection et de sécurité, et il aura peut-être créé des comportements, on aura de toute façon une réaction comportementale à cette situation. Alors, à partir de quels critères cet inconscient buzz? Qu'est-ce qui fait qu'il buzz de façon agréable ou de façon désagréable? Eh bien, il faut intégrer que, de toute façon, notre inconscient, clairement, c'est le gardien à la fois de notre survie de notre corps, mais aussi c'est le gardien de l'espèce humaine. Quand je parle de l'espèce, c'est par exemple ces comportements qui nous amènent, par exemple, à nous accoupler, ne serait-ce que pour nous reproduire. Ça va tout à fait dans la conservation de l'espèce. C'est une machine à survivre qui va nous permettre, au fur et à mesure de notre vie, et en particulier dans notre toute petite enfance, à nous adapter à l'environnement que l'on rencontre. C'est clairement notre garde du corps. L'inconscient, donc, il va apprendre au travers de toutes nos nouvelles expériences. Et il va arranger, on va vivre plein d'expériences et on va apprendre que le soleil, ça fait du bien, que manger, ça fait du bien, que les câlins, oh, qu'est-ce que ça fait du bien, c'est sympa, que peut-être aussi le feu, ça brûle, que l'eau, ça mouille, que tomber, ça fait mal, l'électricité, ça pique, le vide, il ne faut pas trop s'en approcher, etc. Alors, dans l'esprit, effectivement, ça ne sera pas rangé à droite ou à gauche. Non, ça sera au fur et à mesure de l'expérience. Elles vont s'enchaîner et elles auront chacune une connotation émotionnelle, bien sûr.
Par exemple, qu'est-ce qui se passerait si, si en face de moi, j'avais cette fameuse image? Alors, imaginons que je ne sois pas face à une image, mais ce soit le paysage dans lequel je suis, ou ce soit simplement effectivement une image, peut-être une affiche, une publicité pour un voyage sous les tropiques, ou un souvenir, ou peut-être une photo sur laquelle on est tombé. Quoi qu'il en soit, effectivement, cette image va transiter dans notre esprit et dans la base de connaissances de notre inconscient, cette expérience-là est positive, elle est agréable, donc du coup, il nous envoie des sensations agréables dans le corps. Tout ceci, bien sûr, parce que dans notre historique, la plage, le soleil, la mer, tout ça, c'est quelque chose de très positif. Mais ça serait tout autre chose si, dans notre expérience passée, on avait manqué se noyer. Là, ça serait totalement différent parce que notre inconscient se référerait à ce moment-là pour nous envoyer du coup des sensations désagréables, des sensations de danger, de prudence, peut-être même de panique, voire plus. Donc, si on reprend le graphique du début, eh bien, effectivement, cette réalité, l'essence, le traitement par la réalité, un petit crochet par la base d'expérience, quelque part comme un data center, qui va permettre, une fois retraité, de savoir ce qu'on en fait, savoir cette information, qu'est-ce qu'on en fait. Eh bien, on envoie un signal qui est plutôt agréable ou un signal qui est plutôt désagréable. Notre esprit généralise l'expérience. Alors, ça, c'est le point qui est très important, c'est que chaque expérience ne va pas se limiter, lui ne va pas se limiter à simplement cette expérience. Si je prends par exemple l'exemple d'un petit enfant qui est laissé tout seul, sans surveillance, en compagnie d'une bougie allumée, eh bien, pour lui, c'est tout nouveau. Comme tout enfant, il sera intéressé par ce truc qui brille, qui bouge un petit peu, qui va l'attirer. Et il va se rapprocher de cette bougie, il va vouloir attraper cette flamme, il ne connaît pas tout ça. Et au bout d'un moment, effectivement, son corps va lui dire que ce n'est pas une bonne idée et que ça fait plutôt mal. Et donc, du coup, ça va être une expérience qui va rentrer à l'intérieur de cette base référentielle. Et on va recevoir, à partir de ce moment-là, on va recevoir des sensations de danger, des situations où il va falloir être prudent face à ce genre de situation. Je dis bien face à ce genre de situation, et c'est là où on va trouver la généralisation de l'expérience, c'est qu'il ne va pas suffire à l'inconscient qu'on soit exactement dans la même situation, c'est-à-dire qu'on soit face à cette bougie-là. Non, non, non. Il va considérer que toutes les autres bougies, toutes les autres flammes ressemblent à celle-là. Et donc, du coup, ça lui suffit pour nous envoyer des sensations désagréables, des sensations de prudence. À partir de ce moment-là, on aura appris que toutes ces flammes, toutes les choses qui ressemblent à des flammes, sont des choses vers lesquelles il ne faut plus aller les yeux grands ouverts, à la découverte. Non, 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 on ne découvre rien du tout. On sait déjà qu'il y a peut-être un petit risque dans cette affaire-là. Et donc, on va se rendre compte qu'assez rapidement, même très rapidement, notre courbe de nouvelles expériences décroît très, très vite, puisqu'en fait, notre inconscient va effectivement, dès les premières minutes de notre vie, même des fois juste avant, le temps qu'on a passé des fois dans le ventre de notre maman, toutes ces expériences-là vont constituer effectivement de nouvelles expériences, mais très vite, par ce jeu de généralisation, il va trouver vite des liens. Une expérience qui peut vous paraître nouvelle, qui pourrait paraître nouvelle, lui, il suffira d'un petit détail pour venir à la rattacher à une précédente expérience. Et quelque part, cette expérience-là n'est plus tout à fait nouvelle, elle n'est pas totalement nouvelle. Et petit à petit, donc, on va se retrouver à faire de moins en moins de nouvelles expériences. Et c'est effectivement dans cette zone-là où l'essentiel de notre construction va se réaliser. C'est important de prendre conscience à quel point le passé est important, à quel point il est important de s'en occuper, parce que cette partie-là de notre histoire va déterminer énormément de choses, elle va déterminer nos capacités, va déterminer nos besoins, nos peurs, et de fait, notre liberté. Et ce, pour notre présent, mais aussi notre avenir. Alors, que faire pour changer tout ça?
Eh bien, il suffit, j'allais dire, simplement de décoller la fameuse étiquette émotionnelle, celle qui s'est collée à ce moment, à cette expérience, et qui en a fait un moment désagréable ou un moment agréable, et qui va faire que tous les autres moments, les autres expériences, les autres situations que je vais vivre et qui ressemblent à celle-là, vont être directement pilotés par cette histoire-là, par ce référentiel, et donner un résultat en termes de comportement et de perception dans ce que je vais vivre ou dans ce que même je vis ou que je vais vivre. Comment agir et sur quoi? Eh bien, on va effectivement peut-être privilégier des techniques et des pratiques qui vont avoir un impact émotionnel. Des techniques qui soit vont entretenir une hygiène émotionnelle. On est aujourd'hui dans une société, nous vivons dans une société où on nous a appris à nous occuper de notre hygiène corporelle. On va se laver, on va se brosser les dents, on va même se laver les cheveux. Et tout ça, c'est très bien. Par contre, cette société-là ne nous a pas appris à nous occuper de notre hygiène émotionnelle. Tout simplement parce qu'aussi dans cette société, il n'a pas été fait de lien pour le moment évident et clairement déclaré qu'il y avait un lien entre nos déséquilibres émotionnels et l'apparition de certains symptômes, voire même de maladies. Donc, on va choisir des pratiques qui permettent cette hygiène. Cette hygiène va pouvoir être entretenue, équilibrée au travers de la méditation en pleine conscience, par exemple, de la pratique du yoga ou du tai chi, qui sont toutes des techniques qui peuvent permettre de focaliser sur le corps, qui vont permettre d'éduquer un petit peu l'esprit, le mental en particulier, pour lui éviter simplement de vagabonder, parce que c'est quand il vagabonde que ça nous fait du mal, que ça crée des tensions, etc. Et on va pouvoir, au travers de ces activités, focaliser sur soi, on va pouvoir diriger notre esprit. On va le faire aussi au travers d'autres pratiques, comme par exemple l'art-thérapie, le fait de dessiner, de peindre, d'écrire, va permettre de focaliser notre esprit sur cette création, et du coup notre mental ne se promène pas. On pourrait même aller jusqu'à la pratique de la prière, par exemple, où effectivement on va avoir l'esprit dirigé vers cette prière, vers le fait de le dire, cette chose qu'on répète. Et pendant ce temps-là, effectivement, on va sentir du bien-être. On va être bien parce que notre mental n'est pas agité, il est dirigé vers cette pratique, ce qu'on est en train de réaliser. On va utiliser d'autres pratiques aussi, d'autres techniques là, qui vont permettre du changement. C'est-à-dire, on va pouvoir agir au niveau émotionnel, mais de façon durable. On va aller voir un petit peu ces événements et on va pouvoir changer la pratique, la charge émotionnelle qui est liée à cet événement. Ces techniques, ça va être de l'hypnose, ça va être aussi peut-être de la PNL, qui est une autre façon de pratiquer, entre guillemets, de l'hypnose, mais c'est surtout une autre façon d'utiliser les mécanismes de l'esprit. Et on va pratiquer peut-être aussi des techniques de libération émotionnelle, que sont par exemple l'EFT. L'EFT qui va permettre, comme l'hypnose et la PNL, d'agir directement sur, j'allais dire, un mauvais enregistrement. Mais on pourrait aussi pratiquer d'autres techniques de libération émotionnelle, comme par exemple Tipeee, pour ceux qui connaissent, et il en existe certainement d'autres que je ne connais pas. Donc, il y a effectivement beaucoup de choix qui s'offrent à nous en fonction de ce que l'on souhaite, de ce qui nous convient comme technique. Il y a des techniques qui parlent à certaines personnes et des techniques qui ne parlent pas du tout. J'espère en tout cas que cette présentation vous aura permis un petit peu d'y voir un petit peu plus clair sur les axes à donner et les directions à prendre pour votre développement personnel. Donc, ce que je vous propose de retenir de cette vidéo, c'est que notre cerveau, dans ses différentes composantes, est une machine organique extrêmement sophistiquée, avec pour règle première la survie de ce corps et de l'espèce en totalité. C'est une centrale d'alarme avec des capteurs très sensibles. Les sensations, les ressentis, les émotions sont des signaux envoyés dans le corps pour nous informer. Certaines sont agréables, c'est OK, nous en profitons. Certaines sont désagréables, c'est pas OK, et nous les subissons. Elles ne nous appartiennent pas.
Ce n'est pas nous, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Quand je vis une situation désagréable, que je ne suis pas au meilleur de mes capacités, que je ne peux pas montrer la meilleure image de moi, je ne suis pas faible. J'ai reçu un signal qui n'était pas OK, qui s'est diffusé dans le corps, sous la forme de stress, par exemple, parce que mon inconscient a fait le lien entre cette situation-là et une autre expérience. Il a buzzé pour me protéger, m'avertir qu'il y a un risque potentiel pour moi dans cette situation. Retenez également l'importance du passé et son influence sur notre présent et notre futur. La manière que nous vivons notre vie aujourd'hui est directement liée à la somme de nos expériences. Je vous invite à réfléchir à une petite pensée. Par la somme de mes expériences, ce que je crois de moi ne peut être qu'une information périmée. Je ne suis pas comme ça. Je me suis construit comme ça. Je suis aujourd'hui seulement le résultat de la confrontation de mon inconscient à l'environnement qui était le mien quand j'ai commencé à vivre et à apprendre. Il a tout fait pour que je m'adapte et que je survive. Un peu comme un programme informatique. Au fil de nos expériences, il a écrit des lignes de code à l'intérieur de nous. Et comme on dit en informatique, il les a écrites dans le dur. Ces lignes de code sont devenues ce qui nous caractérise. Nous allons même nous identifier à ça, au point de penser profondément être comme ça. Non, je vous le redis, vous n'êtes pas comme ça, vous vous êtes construit comme ça. Mais cette construction, qui date de l'enfant que j'étais, par certains aspects, n'est plus adaptée à l'environnement qui est celui de l'adulte que j'essaie d'être aujourd'hui. Les choses auxquelles mon inconscient m'a permis de m'adapter hier ne sont plus là aujourd'hui. Pour illustrer tout ça, je prends souvent un exemple de cet enfant qui vit ce jour particulier où il doit s'habiller pour un événement important, une communion, un anniversaire ou autre chose. Il a tout ce qu'il faut pour être un magnifique petit garçon ou une magnifique petite fille. Tout sauf les souliers vernis. Il y a tout. Il n'y a pas les souliers vernis. Il va y aller en chaussettes si ça continue. Dans ce moment terrible de déception, de frustration, de solitude, de tristesse, eh bien l'inconscient sera la personne qui va apporter ces fameux souliers. Et tout va pouvoir reprendre son cours, on va pouvoir passer une super journée excellente. Mais depuis ce jour-là, cet enfant a toujours ses souliers vernis. C'est plus un enfant d'ailleurs, c'est un adulte. Manque de peau, les souliers vernis, c'est plus à la mode. Et puis en plus, c'est pas sa taille. C'est plus sa taille. Il est coincé dans ses chaussures. Il est coincé dans ses souliers. Ces souliers, il n'y a personne qui peut les enlever. Et ces souliers, aujourd'hui, eh bien, l'empêchent d'avancer. Lui crée des douleurs. Lui donne une certaine autonomie. Au bout d'un moment, il faut qu'il s'arrête, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que notre inconscient, lui, ne sait pas remettre à jour ces données de lui-même. Il ne fonctionne pas comme ça. Il perçoit une information, il la stocke, si c'est nouveau, la relie à une expérience passée, envoie un signal dans le corps, en retour, il envoie un signal dans le corps, en retour, et il crée un comportement qui est une solution pour lui. Ou alors, il active un comportement qu'il a déjà créé. Dans cette base de connaissances à laquelle se réfère continuellement notre inconscient, nous allons y trouver de nombreuses croyances limitantes, dont vous n'êtes pas responsable. Personne n'est coupable d'avoir des croyances limitantes. Personne n'a choisi de les avoir. Et c'est justement parce qu'elles ne sont pas nous que nous devons nous en débarrasser pour accéder à la liberté que nous méritons. Pour y parvenir, comme vous l'avez compris, l'axe de développement personnel doit passer par l'acquisition, l'utilisation de techniques, de pratiques qui ont un impact sur le plan émotionnel, car c'est à ce niveau que les informations se sont gravées, c'est donc à ce niveau qu'il faut agir. Voilà. Nous voici au terme de cette vidéo. Qui a dit ouf? Le sujet, je pense que le sujet méritait d'y consacrer en tout cas le temps nécessaire. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair dans les choix qui s'offrent à vous pour avancer dans votre propre démarche de développement personnel. Peut-être voyez-vous mieux aussi l'intérêt de vous faire accompagner un temps, le temps peut-être d'apprendre des choses que vous pourrez utiliser vous-même. Sentez-vous libre
d'aimer ou pas, de partager ou pas cette vidéo. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne, à vous inscrire à la newsletter en suivant le lien qui est sous la vidéo pour recevoir du contenu exclusif. Sur ce, portez-vous bien, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.